Ce programme vous est offert par Afriland First Bank. Nous sommes installés en République de Guinée depuis quelque temps pour vous permettre de vivre les transformations que sont en train de connaître cet important pays de l'Afrique de l'Ouest. Et ce soir, dans le cadre de la quinzaine consacrée à la Guinée, nous avons le plaisir d'accueillir ici M. Laye Sékou Camara, qui est le ministre des Infrastructures et des Travaux publics de la République de Guinée. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup. Vous avez un emploi de temps très chargé, mais vous nous avez trouvé un peu de temps. Parce que pour nous, c'était important de parler avec vous d'un sujet qui vous passionne, c'est la transformation infrastructurelle de votre pays. Alors, en guise de première question, vous qui venez d'arriver à la tête de ce département ministériel, dans quel état avez-vous trouvé le réseau infrastructurel de ce pays? Merci. Merci de m'avoir ici ce soir. Et je m'avais vous dire d'abord que la Guinée, c'est un pays qui vient de loin. Et parmi les pays de l'Afrique de l'Ouest, le premier à être indépendant. Et nous avons traversé beaucoup de périodes, beaucoup de régimes, jusqu'à aujourd'hui. Et moi, de formation ingénieur électrique. Donc aujourd'hui, je me retrouve à la tête de ce département qui est le département des infrastructures et des travaux publics. J'ai aussi servi dans d'autres endroits. Je suis un produit de l'ACGP, qui est l'administration et le contrôle des grands projets. Pendant un bon moment, j'y étais, parmi les grands de ce département aussi. Donc aujourd'hui, avec les travaux publics, je commence une nouvelle carrière. Donc ici, à ma prise de fonction, nous avons trouvé un réseau routier aussi pas mal. L'existence, c'était pas mal. Mais le gros défaut qu'on avait, c'était l'entretien. Vous savez, une route, ça se construit et il faut l'entretenir. Et l'un des grands défauts de nos pays africains, en général, c'est l'entretien, la maintenance. Et la seule chose que j'ai d'abord essayé, pour essayer un peu de revoir certaines choses, c'était de voir le programme d'entretien de nos routes. Justement. Voilà. Donc ça, j'ai essayé de mettre un accent particulier là-dessus pour travailler rapidement sur nos routes, surtout les routes de la capitale, pour entretenir au moins l'existant. Oui, parce que sur ce point précis, la voirie de Conakry a été dans un état, j'ai envie de dire, de délabrement avancé. Moi, oui. Je connais un peu la Guinée, hein, oui. J'ai eu à venir plusieurs fois, mais là, je vois qu'il y a quelques changements qui ont été opérés. Oui, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Ça faisait à peu près presque 2 ans et quelques où il n'y avait pas eu d'entretien réel sur la voirie de Conakry. Et donc ça, il fallait changer cette donne-là. Donc j'ai essayé de travailler fort avec les équipes, notamment avec l'AGEROUTE et accompagné avec le FER, qui est le Fonds d'entretien routier, pour essayer de dégager cette situation, pour qu'on essaie au moins de fluidifier la circulation dans notre capitale. Parce que il était des embouteillages, si tu vois l'état de nos routes, elle est la cause des embouteillages. Et qui ne s'en finissent pas avec... tu peux passer toute la journée d'embouteillage. Oui, oui, c'était l'un des gros problèmes de Conakry. Est-ce que c'est dans cette logique que, justement, ce nouvel échangeur qui a été inauguré très récemment de Bimbo a été construit? Comment on appelle? L'échangeur qu'on vient d'inaugurer encore apporte un plus à la circulation, c'est-à-dire ça refluidifie cette circulation. Bon, l'échangeur, quand je venais, était presque à la fin, mais nous avons eu à faire beaucoup de changements pour améliorer surtout sa sécurité. Vous savez, nous avons des gros camions qui circulent ici à ciel ouvert à Conakry, donc il fallait protéger cet échangeur un tout petit peu, c'est ce qui a un peu retardé l'ouverture de l'échangeur. Il fallait s'assurer qu'elle est sécurisée, elle est protégée. Donc nous avons travaillé. Ensuite, on a essayé un peu de changer le dimensionnement de nos routes. On a des routes qui sont très étroites. Okay. Selon les normes africaines de la CEDEAO, nous avons 3,50 m la surface circulable. Et ça, moi je viens d'un pays anglo-saxon. Justement. Donc il faut que il faut redimensionner nos routes. C'est-à-dire la norme peut être là, mais on peut aller au-delà de la norme. Surtout quand on connaît nos habitudes en tant qu'Africains, le problème des parkings, parce que l'un des problèmes qui crée des bouchons, notamment à Conakry, comme c'est le cas dans plusieurs pays africains, c'est que vous avez des grands immeubles qui sont construits sans parking. Sans parking. Directement, les gens occupent la chaussée. Donc vous voyez, la chaussée est devenue le parking. Et là, la façon dont les gens parquent aussi, ça c'est un autre problème. Justement. Ça, on pourra
aborder ce sujet après. Mais pour le moment, nous sommes partis sur d'abord essayer d'élargir un tout petit peu nos routes, essayer de donner une visibilité, les panneaux de signalisation, faire parler nos routes, parce qu'une route, elle doit parler. Okay? Il fallait changer un peu cette situation. Et en même temps, on a essayé d'évoluer sur les projets qui étaient là, qui étaient en attente, qui certainement d'autres n'ont considéré comme ce n'est pas une priorité. Mais moi, quand j'ai vu comment on appelle, ces projets-là, je me suis dit, mais pourquoi on ne lance pas ces projets? C'est ainsi, j'ai appelé toutes les entreprises qui avaient des contrats qui étaient là assis, qui ne bougeaient pas du tout, pour dire, écoutez, quels sont les problèmes, quels sont vos problèmes? Pourquoi vous ne démarrez pas ces projets? Ils m'ont expliqué leur situation, j'ai pris à bras le corps leurs problèmes et je suis allé vers eux. On a décidé ensemble de lancer tous ces projets aujourd'hui. Donc voilà pourquoi, en un laps de temps, on a pu démarrer beaucoup de choses. C'était des choses qui étaient là déjà, les contrats étaient déjà là. Déjà pensés, peut-être des études faites, mais les études étaient là, et juste c'est la mise en œuvre. Bon, parce que les entreprises étaient là, il y avait un certain doute, comment ça va se faire tout ça? Donc il fallait d'abord rassurer tous nos partenaires techniques, c'est-à-dire des entreprises qui travaillent avec nous, les rassurer tout le monde pour dire qu'effectivement, vous avez affaire à un État et l'État va payer. Donc allons-y, les blocages qui sont là, moi je m'occupe de ça, les problèmes de paiement, moi ça c'est mon problème, mais vous à votre tour, vous allez sur la route, vous ouvrez, vous travaillez. Voilà un peu ce qui a redynamisé le secteur de la route. Alors, quand on va revenir tout à l'heure sur vos 100 premiers jours, parce que vous avez tenu à faire un point après 100 jours, c'est aussi un peu une déformation anglo-saxonne où on doit être dans une logique d'accomptabilité. Il faut à chaque fois rendre compte de ce qu'on fait. Mais avant, je vous ai trouvé au début un peu très optimiste par rapport au réseau routier de la Guinée, parce que l'un des problèmes en Guinée, c'est la difficulté qu'on peut avoir de circuler d'une région à une autre parce que justement, tout n'a pas toujours été fait, tout n'a pas toujours été pensé. Les régimes se sont, comme vous l'avez dit, succédés, mais il y a un grand retard quand même à ce niveau. Oui, le réseau routier, avec mon background énergéticien, c'est à peu près la même chose. C'est à peu près la même chose, c'est le même système. C'est-à-dire le réseau de transport énergétique et le réseau routier, c'est pratiquement le même problème. Nous avons un problème de réseau de transport, nous avons un problème de réseau routier. Bien sûr. Donc, pour qu'on ait un bon réseau de transport, pour que tout le monde ait le courant dans notre pays, pour que tout le monde puisse se déplacer facilement, il faut avoir un bon réseau routier. Voilà pourquoi je dis, aujourd'hui, nous avons un programme qu'on a appelé le programme Simandou 2040. Dans ce programme de Simandou, nous avons tout pensé, tout a été pensé. C'est-à-dire le nombre de kilomètres à faire pendant les 15 prochaines années. Justement. Et voilà, ce grand programme de Simandou ici vient renforcer encore notre plan de développement sur le réseau routier. Aujourd'hui, pratiquement, nous avons des discussions sur l'ensemble des routes nationales. Et l'une des grandes priorités que j'ai aussi essayé de mettre un accent particulier sur les routes régionales, c'est-à-dire ce qu'on appelle les routes préfectorales, ceux qui atteignent les producteurs. Donc aujourd'hui, il faut qu'on fluidifie le déplacement de nos zones de production pour alimenter les villes. Et à partir de là, les routes nationales aussi peuvent aussi être utilisées pour envoyer vers la capitale la production des agriculteurs. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons lancé des appels d'offres à tous les niveaux pour qu'on ait des entreprises qui puissent nous faire des ouvertures dans les zones de production agricole. Parce que c'est un gros problème qu'on rencontre ici à Guinée. Je vois effectivement dans le programme de la Guinée, un accent est mis sur l'agriculture, mais comme vous le savez, si on produit, il faut pouvoir vendre. Voilà. Et pour vendre, il va falloir des routes. Des routes. Donc c'est pour cela que ces routes-là, c'est bien sûr, c'est des routes en terre, mais nous sommes en train de travailler aussi avec d'autres entreprises pour stabiliser même les routes en terre. C'est-à-dire pour les rendre au moins durables sur 5 ans. Et plus tard, les passer en route nationale, qui va être bitumée après. Mais pour le moment, on les met aux normes, au gabarit des ponts. Les ouvrages de franchissement, on les met au gabarit. Et plus tard, on pourra les passer aux routes nationales pour être goudronnés pour le moment. Mais ça permet quand même de fluidifier la circulation entre les régions, entre les villages, entre les préfectures, entre les sous-préfectures. Voilà l'un des points particuliers que nous avons ajoutés. Et ça, aujourd'hui, la population apprécie ça parce que ça touche directement la population. Tout ce qu'on est en train de dire là, si la population n'est pas touchée, ça veut dire qu'on n'a rien fait. On peut rendre la capitale comme on veut, mais si le bas peuple qui est là-bas, assis, l'agriculteur qui est là-bas, qui a son igname, qui a sa patate, qui ne peut pas l'envoyer dans la capitale, justement, ça ne vaut pas grand-chose. Alors, je voudrais qu'on avance un peu parce que
Je vois que c'est très ambitieux. Je vois que la Guinée aujourd'hui a des projets très ambitieux. Mais comme vous le savez, il faut le nerf de la guerre, à savoir l'argent. On a assisté, je crois que c'est l'occasion de notre rencontre, à ce lancement d'un nouvel emprunt obligataire de 1500 milliards de francs guinéens, qui va être reparti dans plusieurs secteurs, éducation, santé, agriculture et bien sûr infrastructure. On sait que ce ne sera pas suffisant. Ça ne permettra pas de révolutionner infrastructurellement la Guinée. Est-ce qu'à côté de ce mode de financement, vous avez réfléchi à d'autres modes de financement qui pourraient permettre effectivement à la Guinée d'accélérer ce processus infrastructurel? Oui, bien sûr. On a le financement classique qui est là avec les bailleurs de fonds. Mais comme tu le sais déjà, les bailleurs de fonds, pour un montant financier, ça te prend 2 ans, 3 ans. Ouais, parfois juste pour les études, des négociations. Juste les négociations, jusqu'à la circulation financière d'un projet. Ça te prend. Nous avons le programme Simandou aujourd'hui, qui va être un programme qui va nous permettre aussi de soutenir les infrastructures, parce que ça fait partie du pilier numéro 3 du programme de Simandou. C'est-à-dire les taxes minières vont être utilisées pour construire des routes, pour financer les routes, pour apporter au moins 30% dans le financement de nos routes. Donc ça, c'est déjà un grand pas. Maintenant, cet emprunt obligataire qui vient, c'est déjà un début. Ça va rassurer les emprunteurs et ça va rassurer les épargneurs. Parce que qu'est-ce qu'il faut? Il faut rassurer la population. Moi, je viens mettre mon argent pour payer des bons de gouvernement ou des titres de gouvernement. De ce côté, si je suis rassuré, je peux augmenter ma part de contribution. Peut-être ce qui est projeté, les 1500 milliards, on peut aller à plus que ça. Il suffit juste de rassurer la clientèle. Ils ont besoin de rassurer la clientèle. Les gens ont besoin d'être rassurés. Je pense que ce n'est pas leur première opération, mais pour nous, en tant que ministère d'infrastructures et des travaux publics, c'est une aubaine pour nous. Nous, ça nous permet d'orienter d'autres financements sur d'autres projets. Peut-être qu'on peut utiliser ça pour nous permettre d'aller sur nos routes régionales pour essayer réellement de rendre nos régions fluides. Parce que si, comme je le disais tantôt, si ces régions-là aujourd'hui, on arrive à les désenclaver normalement, je pense que la tomate coûtera moins cher à Conakry que comme ailleurs. Bien sûr. Voilà. Que si aujourd'hui, quand je suis à Zérékoré, un planteur de Zérékoré qui fait de la banane, il lui fait combien de jours pour être dans la capitale avec sa banane? D'abord, s'il y a des problèmes de pluie, le camion s'enfonce dans la boue et voilà, il peut plus arriver. Ça devient compliqué. Donc aujourd'hui, s'il y a la demande de la banane à Conakry, on n'a plus de banane à Conakry, alors que la banane est en train de pourrir sur la route. Donc ici, quand on met un accent sur ces routes-là, et voilà, ça va nous permettre de résoudre pas mal de problèmes. Et dans le programme de Simandou, nous avons aujourd'hui 2900 km d'autoroutes à réaliser. Et ces 2900 km d'autoroutes, la première étape d'abord, nous allons lancer beaucoup d'études sur ces projets-là, autoroutiers. C'est-à-dire que ça va nous permettre de relier Dakar, l'autoroute de Dakar à celui de Conakry, et de Conakry à celui de la Côte d'Ivoire à côté. Donc ça, déjà, ça va permettre la mobilité sous-régionale. Voilà des grands chantiers que nous ambitionnons aujourd'hui de faire grâce ici à un homme qui est le visionnaire Mamadi Doumbouya. Parce que vous savez, j'ai toujours dit aux gens, je dis on a la chance. Vous savez, en 1958, quand le président Sékou Touré venait, il était dans la trentaine. Bien sûr. Voilà, et il a révolutionné la Guinée. Il a pu nous emmener à l'indépendance. Nous avons aujourd'hui encore un autre jeune qui vient, qui est aussi dans la trentaine, quarantaine, qui est en train de révolutionner notre pays. Il ne faut pas que ça étonne l'Afrique de l'Ouest qu'on voit la Guinée démarrer. Hein, ça ne doit pas vous étonner. Parce que, non, en 1958, quand Sékou a commencé, la Guinée tout le monde était en Guinée. Tous les intellectuels sous-régionaux étaient en Guinée. Parce qu'on a eu la chance, parmi tous les prétendants de l'Afrique de l'Ouest, c'était le plus jeune. Oui, c'était un pays d'accueil aussi. C'était le pays d'accueil de tout le monde, des intellectuels africains qui sont venus apporter leur concours. Et aujourd'hui encore, quand vous voyez dans la sous-région, nous avons un jeune, comme Mamadi, qui est président. Donc ça ne doit pas étonner que le pays, la Guinée, bouge. Et la Guinée est en train de bouger en fonction de sa vision. Vous savez, il est tellement ambitieux que tout ce qu'il veut, il veut de la qualité là-dedans. C'est pour cela que vous voyez Conakry aujourd'hui. Conakry a changé, ce n'est plus le même Conakry que vous avez connu. Quand vous venez aujourd'hui à Conakry, vous sentez que vous êtes dans une capitale. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. On a affaire à un jeune, donc nous allons profiter
hein, avant qu'il commence à réfléchir 2 fois à 70 ans. Mais nous allons profiter avant qu'il ait 70 ans pour qu'on fasse le maximum. Pourquoi vous prévoyez qu'à 70 ans, il sera toujours président? Oui, ça, bon, en tant que musulman, déjà, quand on se dit, c'est Dieu qui te donne. Oui, mais la nouvelle constitution, c'est 7 ans renouvelables. Renouvelable. Oui. Et on verra après la suite. En tout cas, on en parlera puisqu'on sortira un peu de cette émission en parlant de politique. Je voudrais quand même rester dans ce secteur-là. Comme je disais, vous êtes nouvellement arrivé à la tête de ce département ministériel. Est-ce qu'on peut en quelques points résumer ce que vous avez fait vos 100 premiers jours? Parce que je sais qu'il y a eu un programme pour vos 100 premiers jours. Quelles sont les réalisations dont vous êtes le plus fier depuis que vous êtes là? Bon, d'abord, merci de cette question parce qu'elle est importante, cette question-là. Vous savez, quand vous venez dans un nouveau département, vous avez une semaine pour observer des pratiques. Donc, la première chose à faire, c'est d'abord rassurer mes collaborateurs pour leur dire que nous allons travailler en équipe. Je ne peux pas te juger sur ce qu'on te dit, sur ce que les gens disent sur toi. Bien sûr. Je dois apprécier ce que tu fais avec moi. Tu peux être bon avec Pierre et être mauvais avec Claude. Voilà. Donc, si tu es avec moi, je veux voir ce que tu sais faire. Donc, j'ai mis tout le monde en confiance et dit, écoutez, faisons une équipe. Ce n'est pas moi, mais c'est plutôt la Guinée. Vous, tous, ici, c'est un monsieur qui a pris un papier, qui a écrit ce décret et signé ce décret pour vous mettre à cette place. Donc, c'est à lui que nous sommes redevables. Ce n'est pas à moi, mais à lui. Donc, remettre l'équipe en place. Redonner confiance à l'équipe. Pour dire que c'est un travail d'équipe qui peut sortir ce département de l'ornière. Qui peut faire vraiment ce département un grand département. C'est un grand département. C'est un grand département, déjà, comme dans tous les pays au monde. Tous les pays du monde. Mais si nous nous donnons la main, ça va être encore un grand département. Donc nous avons profité de cela et nous avons essayé de voir. J'ai essayé de travailler avec chacun et mettre chacun à sa place. Et demander à tout le monde, on se donne la main et on avance. Et ça a été le premier boulot que nous avons fait. Ensuite, nous avons posé le diagnostic. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui et qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'il faut? Quand moi je venais dans ce département, le taux de décaissement, selon notre budget, on était à 8%. Quand je me suis entretenu avec les entreprises, j'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas? On n'est pas payé. C'est tout le problème. Donc, il fallait d'abord discuter avec nos partenaires, redonner confiance aux partenaires pour les permettre de regagner la confiance de l'État et repartir sur le travail. Ensuite, nous avons identifié des grandes entreprises qui étaient vraiment coincées sur le plan financier et nous avons essayé de travailler avec eux pour les mettre au travail en plus. Et on a identifié, vous savez, on vient de sortir une saison de pluie et Conakry a connu beaucoup d'inondations. J'ai demandé à la Géroute, écoutez, je veux savoir quel est le problème. Ouais. Donc la Géroute aussi s'est mise au travail, ils ont sorti les points d'étranglement, on a au moins 43 points d'étranglement sur lesquels nous sommes en train de travailler aujourd'hui. Et comme je le disais tantôt, on a mis un accent particulier sur la maintenance de la route. Et le fer, c'est le fonds d'entretien routier. Mais nous avons trouvé que le fer, cette direction fer, était plus dans l'investissement, qui n'est pas sa vocation. Qui n'est pas sa vocation première. Qui n'est pas sa vocation. Donc il fallait réorienter le fer. Demander que le fer, réellement, joue son rôle, c'est-à-dire le fonds d'entretien routier. Donc on a essayé de replacer le fer dans son rôle régalien pour apporter un soutien financier à la Géroute pour pouvoir programmer l'entretien de nos routes. Et avec Dieu merci, nos partenaires ont compris, l'ensemble des directeurs ont compris qu'il fallait se mettre ensemble pour quitter dans le secteur, le sectarisme, pour se dire non, moi je suis directeur de temps, d'autres, ce n'est pas mon problème. J'ai dit non, ça ne fonctionne pas comme ça. Chaque directeur doit collaborer. On est liés, on est interliés. Et mon bureau est ouvert à tout le monde. Un collaborateur peut me voir quand il veut et la porte est grandement ouverte. J'échange avec tout le monde. Même dans les couloirs, tu peux me dire ce que tu penses dans les couloirs. Et ça, quand je viens ici en tant que Guinéen, je viens ici en tant que le premier responsable, mais nous partageons
tout ensemble. Alors, Monsieur Mziz, quand on vous écoute, j'ai envie de dire, on est flatté, mais moi qui ai l'expérience des politiques, j'ai envie de dire, on a souvent entendu ça. Qu'est-ce qui peut faire que cette fois-ci ce soit différent? Vous voyez, à chaque fois qu'il y a un nouveau régime, qu'il y a une nouvelle dynamique, on promet la transformation de la Guinée, on dit que la Guinée va devenir, comme c'est déjà le slogan aujourd'hui, un paradis. Sauf que les Guinéens attendent, mais à chaque fois, on a l'impression que les promesses ne sont pas tenues. Qu'est-ce qui, selon vous, pourra faire la différence cette fois-ci pour que, justement, Simandou soit une réalité? On attend beaucoup de ce projet, mais j'ai envie de dire, c'est pas la première fois qu'on a des projets annoncés comme ça en grande pompe qui, finalement, s'avèrent être des éléphants blancs. Qu'est-ce qui va être l'élément différentiel cette fois-ci? Bon, vous savez, c'est vrai, on dit les politiciens, by the way, je ne suis pas politicien, hein. Ok, moi je suis un ingénieur, je n'ai pas fait encore la politique, mais... Mais vous allez la faire, hein. Je peux vous rassurer. Un moment on se retrouve en train de faire la politique sans savoir qu'on l'a fait. Ok. Donc, je suis quand même un peu dans l'administration guinéenne il y a quelques années, et je suis rentré en Guinée après mes études en 2015. Ok, et j'ai commencé à travailler, comme je te l'ai dit tantôt, au grand projet. J'ai vu beaucoup de choses, hein. Mais cette fois-ci, elle est différente. C'est quoi l'élément? Le résultat. Qu'est-ce qui vous fait avoir plus confiance voilà, cette fois-ci? Aujourd'hui, le résultat du général Doumbouya, de Mamadi Doumbouya, aujourd'hui, hein, qui va être président bientôt, là. Hein, il y a l'élection, c'est l'élection, c'est le 28. Hein, l'élection, c'est le 28. Vous savez, il n'a pas demandé à être candidat, c'est nous qui avons demandé. C'est le peuple de Guinée qui a demandé. Et la seule chose qui a poussé le peuple de Guinée à demander qu'il soit candidat, c'est son résultat, hein, pendant sa gestion. Mais vous savez aussi que c'est une technique très habituelle en Afrique. Oui. C'est le peuple qui demande. Non, le peuple demande. Pas, il ne serait pas allé. Non, attention. Le peuple demande parce que le peuple fait confiance. Parce que le peuple a vu quelque chose qui s'en vient. Le projet Simandou dont on parle là, il existe en Guinée il y a longtemps. Bien sûr, ça fait des années. On parle de Simandou. Cette affaire qui n'a jamais, depuis l'indépendance, depuis combien d'années on parle de Simandou? Mais le Simandou, pour le voir, aujourd'hui, le fer guinéen est sur le marché international. Ça, c'est un fait. C'est un résultat clair et net. On a 600 km de rails, alors que le colon avait fait combien de kilomètres de rails, hein? Jusqu'à l'indépendance, on n'avait que ça. Lui, il est venu, il a fait 600 en moins de 4 ans. Il a fait 2 fois 600, hein, parce que c'est double rail là. Bien sûr. OK? En un temps record. Quand on a fait toute notre 60 combien d'années d'indépendance, on a même démantelé ces rails là aujourd'hui. Hein? D'autres sont venus, au lieu de l'entretenir, ils l'ont carrément démantelé. Oui, mais parce que ça ne correspond plus à la réalité. Non, il y avait un train qui faisait Conakry-Cancan, au moins qui desservait les régions. Mais on a trouvé ça que c'était inutile, il fallait enlever les rails. Lui, il est venu, il a fait 600 là. Il est venu, il a sorti le minerai de fer dont on parlait depuis des années. Dans les livres même d'école, on enseignait le fer de Simandou et ceci, la teneur. Mais maintenant, on connaît la vraie teneur. Donc, c'est son résultat qui fait qu'il est ce qu'il est aujourd'hui. Donc, pour vous, aujourd'hui, la grande différence, c'est le leadership. C'est le nouveau leadership. Il a un nouveau leadership, il est là lui-même. Moi, je lui dis le pont de Bambeto, pendant sa réalisation. Mais des fois, lui-même, il venait voir les travaux. Il sortait de chez lui à 2h, 3h du matin, il passait voir le chantier. Il rendait visite parce qu'il voulait s'assurer effectivement que les travaux avancent. Il veut avoir sa propre conviction. Ça, c'est un homme de résultat. Il ne se couche pas à la maison pour venir attendre les rapports. Non, il regarde. Et il met la pression. Il demande toujours où on en est avec tel. C'est ça la différence. Il peut prendre sa voiture aujourd'hui, quitter ici, aller à l'intérieur du pays pour aller juste voir un chantier. Pour s'assurer effectivement que ça se donne. Non, cette fois-ci, on peut dire que c'est la bonne. Non, cette fois-ci, je pense que c'est une chance que le Guinéen doit choisir. C'est une chance que le Guinéen doit l'attraper pour ne pas l'échapper. Parce qu'on a eu de grands discours. Hein. Oui, c'est ce que je disais tantôt. On a eu de grands discours. Ouais. Aujourd'hui, tu as beau aimer Donald Trump ou pas, il a des résultats. Ça, c'est un fact. Il est pragmatique. Il est pragmatique, là. Nous, on a un autre Mamadi qui est pragmatique. Il a du résultat. Tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas, il a du résultat. OK? Il a sorti le Simandou, que d'autres ont mis dans les mallettes, se promenaient avec. Lui, il a sorti, il a réalisé. Et les minéraux ont commencé à être embarqués pour partir, pour être vendus. Et là, aujourd'hui, on peut te dire, avec
certitude que comment on appelle, la teneur du fer de Guinée, c'est telle. Avec certitude, parce que ça est sur le marché international. Voilà un peu pourquoi le peuple de Guinée a décidé de l'amener, réellement il est candidat libre là. Alors, Monsieur le ministre, vous tendez une belle perche pour parler de l'événement politique de l'année en Guinée. C'est cette élection présidentielle programmée pour le 28 décembre prochain. Je ne vous demande pas qui est votre candidat, je pense que vous l'avez suffisamment clamé. Alors, vous savez, les élections en Afrique, contrairement à ce que cela devrait être, font plutôt peur. Quel est le regard que vous avez par rapport à cette élection? Vous savez, on vient de sortir d'une première élection, là, les élections législatives, qui s'est déroulée, même pas un blessé, où tout le monde s'est mobilisé dans notre pays pour aller voter avec une forte mobilisation. Ça, c'est déjà un bon signe. On ne pouvait pas imaginer qu'on pouvait organiser des élections en Guinée et qu'on n'ait pas de blessés, on n'ait pas de morts, on n'a rien. Et qu'on ait voté, on ait donné le résultat, tout simplement, les gens sont allés voter de chez eux, ils sont partis voter et retourner à la maison sains et saufs. Donc, il y avait un climat de stabilité, de sérénité dans le pays. Et ça veut dire beaucoup de choses. Et chacun s'est dit, mais on peut le faire. On n'a pas besoin de se cogner. On est libre d'aller voter pour qui on veut. Mais cette fois-ci, cette assurance qui est donnée déjà au peuple de Guinée, ça veut dire les élections prochaines qui arrivent, on est rassuré déjà que ces élections vont se passer comme ça s'est passé pendant les élections pas législatives, plutôt référendaires. Le référendum constitutionnel. C'était le référendum constitutionnel, justement. Qui s'est bien passé, qui s'est bien déroulé. Et aujourd'hui, cette élection référendaire aujourd'hui est déjà un signe pour nous, membres du gouvernement, pour dire que vraiment aujourd'hui, c'est les élections qui s'en viennent, même pour la population. Mais vous savez, il y a une différence entre une élection référendaire. Oui, il y a une différence, mais de toutes les façons. Mais attention, on a eu des élections ici référendaires. On sait comment ça se termine. Avec des bris de véhicules, de blessés, de ceci. On a eu tout ça ici. Ouais, mais cette fois-ci, ça s'est passé vraiment dans le calme, dans la sérénité et vraiment dans la paix. Tout le monde a voté comme il voulait. À Conakry, il fallait voir la mobilisation. Déjà 7 heures, déjà, avait commencé à voter. Mais cela, déjà, rassure un peu le politique pour dire que ce qui s'en vient va aller. On a quand même foi que ces élections vont se passer très bien, sans heurts. Que répondez-vous à ceux qui pensent que c'est joué d'avance, que le président Mamadi Doumbouya a pratiquement gagné l'élection, parce qu'en face de lui, on ne voit pas de véritable poids lourd. Et comme vous le savez, les opposants estiment qu'il s'est arrangé à ce qu'il n'y ait pas d'adversité en face de lui. Non, ça c'est comme on appelle. Je ne peux pas interpréter ce que les gens pensent. Chacun peut penser que ce qu'il pense. Ok, il n'y a pas de poids lourd. Qui est poids lourd? Vous n'allez pas m'obliger à citer les noms. Oui, vas-y. Non, vous n'allez pas m'obliger à citer les noms. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu appelles poids lourd? Le poids, c'est par rapport à quoi? Par rapport à la popularité, attention, on est dans ce pays quand même. S'il y a un poids lourd dans ce pays-là, le peuple est poids lourd. C'est le peuple qui décide. On a eu des gens qui ont géré, parce que tout ce qui s'appelle, ils ont géré. Ils ont géré, on a vu leurs résultats. Nous, notre candidat, c'est en fonction de son résultat que nous sommes avec lui. Ce n'est pas, je vais faire. Tu as déjà fait. Ou bien, ici, dans ce pays, il y a des gens ici qui ont géré ce pays. S'ils n'avaient pas géré, on aurait dit que s'ils avaient géré, ce pays-là aurait pu être l'Eldorado de l'Afrique de l'Ouest. Mais ils ont géré, on a vu le résultat. Maintenant, on a vu quelqu'un d'autre qui est venu gérer en un laps de temps. Il a fait du résultat que ceux qui n'ont pas fait pendant 20 ans en train de gérer ce pays. Mais les gens s'attendaient à une élection un peu plus inclusive, parce que c'est ça aussi. Mais donc ceux qui sont dedans sont... Attention, on a combien de candidats? Oui, enfin, ce n'est pas le nombre qui fait. Oui, mais c'est ça l'inclusion. C'est ça le problème. Pour nous, l'inclusion, pour moi, j'appelle ça inclusion. Tu comprends? On n'a empêché personne de se présenter. C'est ouvert. Il y a eu des Guinéens qui sont candidats aujourd'hui. Vous savez, les éternels opposants, aujourd'hui en Afrique, ça donne quoi? Vous savez ce que la démocratie de 90 a apporté à l'Afrique?
Aujourd'hui, le nombre de morts, on peut le comptabiliser au nom de la démocratie. On peut le comptabiliser. Hein. Ça fait énormément. Ça fait énormément de morts. C'est ce qu'on regrettait. C'est pour ça que je disais pourquoi les élections continuent. Voilà, c'est pour cela que nous, les élections ici aujourd'hui qui se sont passées, le référendaire, le Guinéen était même surpris qu'on ait organisé des élections en Guinée, aucun blessé, aucun mort. Parce que le trophée de certains politiciens en Guinée ici, c'était de compter le nombre de morts. On se dispute le nombre de morts, c'est ça le trophée. Ah, il y a eu 20 morts, non, c'est 10, non, c'est 20. Peu importe, c'est un Guinéen qui est mort. Hein. Ça faisait plaisir aux gens. Pour dire qu'aujourd'hui, le nombre de morts, c'est un trophée. Il faut qu'il y ait plus de morts. Et pour quelle raison? Alors que eux, leurs enfants, dorment à la maison. Ils n'ont jamais compté leurs enfants parmi ces morts-là. Jamais. À la moindre des choses, ils sont dans les avions, ils sont partis. Mais ils vont pousser, et quand je vois certains politiciens aujourd'hui appeler des gens en vidéoconférence pour dire j'arrive. Alors que le match se joue ici, tu arrives, tu es couché là-bas, moi tu vas me dire je vais sortir dans la rue, aller jeter caillou, me taper, et puis toi tu dors là-bas, tu es au froid. Non, toi aussi, entre nous. Toi, tes enfants sont en train de faire leur doctorat. Moi, mes enfants sont ici. On a un. C'est un peu ça qu'il faut comprendre. Faut que de la jeunesse, attention, la jeunesse guinéenne, la jeunesse africaine est en train de comprendre. On est en train de comprendre. On nous a suffisamment utilisés pour faire des trucs, pour nous faire espérer à des trucs. Après, on s'en fout. Mais cette fois-ci, la jeunesse juge. Regarde aujourd'hui Bambeto, ou le pont. C'est un quartier qui était stigmatisé. Et c'était réputé être un quartier très violent. Très violent, très ceci. Mais il a prouvé le contraire. Mamadi Doumbouya a prouvé le contraire. Le chantier, je m'en vais te dire, 70% des ouvriers, c'était les jeunes de ce quartier. Et les entrepreneurs qui ont exécuté le contrat, ils étaient satisfaits du comportement des ouvriers. Pas de vol sur le chantier. Pas de grève sur le chantier. Alors que c'était des gens réputés être les plus bandits de la capitale. Ils ont fait leurs preuves. Vous pensez que tout ça, c'est rien? C'est parce qu'ils n'avaient pas de considération. Ils étaient là, on les utilisait juste pour aller à l'abattoir. Pour les dire que non, il faut jeter le caillou. Non, toi tu dois mourir. Moi, mon enfant doit aller faire son doctorat ailleurs. Il va venir pour être président. Mais aujourd'hui, ce monsieur a réussi à prouver aux ces jeunes-là que non, vous n'êtes pas ça. Vous êtes autre chose. Je vous emmène à prouver au monde entier que oui, Bambeto, si tu pouvais dire à un politicien que le Mamadi Doumbouya serait parti à Bambeto faire ce qu'il a fait et transformer les jeunes de Bambeto en des ouvriers qualifiés, on dit non, c'est pas possible. Eux-mêmes, ils n'en croyaient pas. Ceux qui étaient à la base de tout ça, ils n'en croyaient pas. Mais aujourd'hui, vas-y, tu trouves des gens aujourd'hui, des mécaniciens qualifiés, des ferrailleurs qualifiés, des maçons qualifiés dans ce groupe-là, et bientôt on démarre un autre pont. Ce sont ces mêmes jeunes qu'on va utiliser encore pour reconstruire ça. On a déjà quelque chose. Il faut qu'on change. On ne va pas rester éternellement, non. Il faut que moi, si ce n'est pas moi, ce n'est pas bon. Essayons notre Guinée. Tu as vu qui dans son parti, depuis 1900 combien, ils sont chefs de parti, ils sont venus dire, non, moi j'ai été candidat plusieurs fois, non, cette fois-ci c'est Pierre qui va venir candidat. Tu as vu qui parle de démocratie? Ils sont, comment? On est là, on vit ensemble. Dis-moi, qui est le chef de file de l'opposition que tu connais? Il s'est présenté 5 fois. Il n'a pas gagné. Il dit, non, cette fois-ci, Jean, toi c'est ton tour. Après, c'est eux qui viennent chanter, on n'est pas démocrate. Eux-mêmes ne sont même pas démocrates dans leur parti là. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Nous arrivons malheureusement au terme de notre entretien. On aurait pu poursuivre, mais malheureusement, nous avons des contraintes de temps. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Merci on retient que vous êtes très confiant, notamment par rapport à l'élection présidentielle qui arrive là, très prochainement. Merci d'avoir pris de votre temps pour échanger avec nous. Merci. Madame, monsieur, merci à vous de nous avoir suivis. Prenons rendez-vous très prochainement avec un nouvel invité. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir à tous. À partir du lundi 1er décembre 2025, Vox Africa ouvre une fenêtre exceptionnelle sur la Guinée. Tous les jours, à partir de 21h GMT. Du 1er au 15 décembre 2025. Une programmation événement à ne pas manquer sur Vox Africa.
Ce programme vous a été offert par Afriland First Bank. À Conakry, une page d'histoire s'est écrite aujourd'hui. Au cœur de Bambeto, ancien épicentre de tensions devenu symbole d'apaisement et de renaissance, des milliers de citoyens ont afflué pour accueillir le chef de l'État dans une ambiance de ferveur populaire. Une cérémonie solennelle rassemblant autorités civiles et militaires, partenaires techniques et financiers, diplomates, sages et habitants de toute la zone. Dès son arrivée, le président Mamadi Doumbouya a été salué par une foule reconnaissante, consciente de la portée historique de ce moment. L'inauguration officielle de l'échangeur de Bambeto, un ouvrage stratégique qui transforme durablement la mobilité urbaine dans la capitale. Les allocutions se sont ensuite succédées. La gouverneure de la ville de Conakry a ouvert la série de prises de parole, souhaitant la bienvenue à l'ensemble des participants et rappelant les chantiers majeurs déjà réalisés dans les quartiers stratégiques de la capitale. La ville de Conakry étant la capitale politique, économique et sociale de notre pays, la réalisation de cet ouvrage magnifique, grâce à la volonté du président de la République, Mamadi Doumbouya, et son engagement résolu en faveur du progrès, mais aussi l'accompagnement de qualité de nos partenaires au développement, notre pays, Conakry, connaît aujourd'hui une transformation qualitative. L'échangeur de Bambeto, mais aussi de Kagbélé, sans oublier de 36 dans Sanoya, marque une étape majeure dans le développement de notre capitale Conakry. Celui de Bambeto s'inscrit pleinement dans une dynamique de symbole, la ferme volonté de bâtir une Guinée moderne et prospère. Situé au croisement des principaux axes routiers de Conakry, le carrefour de Bambeto connaissait depuis des années une congestion devenue insoutenable. Le rond-point saturé ralentissait la circulation, entravait les activités économiques et compromettait la fluidité urbaine. Avec cet ouvrage moderne, fruit du pilier 3, infrastructure, transport et technologie du programme Simandou 2040, la transformation est à la fois radicale et spectaculaire. En l'espace de quelques jours, nous avons marqué notre histoire. Le 11 de ce mois, nous étions à Moribaya pour lancer le projet le plus grand de l'Afrique de l'Ouest. Et récemment encore, le 12, c'est le Forum de l'intelligence artificielle qui a appelé toute l'Afrique en Guinée. Et aujourd'hui, le 15 novembre, nous sommes ici pour inaugurer avec vous, Monsieur le Président, l'ouvrage moderne de Conakry que vous-même avez posé la première pierre. Et encore, on est là ce matin où ce chantier, vous l'avez suivi de bout en bout. Nous avons observé vos visites nocturnes, Monsieur le Président. Vous avez suivi ce chantier avec beaucoup d'attention. Et je peux vous rassurer aujourd'hui que ce chantier a été construit selon le nombre prescrit dans les cahiers de charges. Les infrastructures modernes de Conakry, elles en font partie. Aujourd'hui, Conakry change de visage, Bambeto change de visage. Situé au cœur de la capitale, c'est un carrefour où nous connaissons beaucoup d'embouteillages dans le passé. Et aujourd'hui, il fait plaisir de passer à Bambeto sans vraiment se soucier des embouteillages. Et ça, c'est grâce à votre leadership, Monsieur le Président. Sous votre impulsion, le gouvernement a décidé désormais d'apporter une réponse visible et durable à toutes les infrastructures grâce au programme de Simandou. Il est important de souligner que le projet intègre également les ouvrages d'assainissement d'éclairage public. Bambeto, cet ouvrage vous appartient, c'est votre œuvre. Vous avez participé à 70% à la construction de cet ouvrage. Démarré en avril 2022, sous la supervision personnelle du président de la République,
Les travaux pilotés par le ministère des Infrastructures ont été financés à hauteur de 339,6 milliards de francs guinéens grâce à un partenariat solide entre le Fonds cohésien pour le développement économique arabe et l'État guinéen. Le président du fonds a salué la qualité de cette coopération et adressé ses félicitations au chef de l'État pour cet accomplissement majeur. Permettez-moi, Son Excellence, tout d'abord, d'exprimer ma profonde gratitude au gouvernement de la République de Guinée pour l'accueil chaleureux, l'hospitalité remarquable et l'excellente organisation de cette cérémonie d'envergure. Je souhaite également adresser nos sincères remerciements à l'ambassade de la République de Guinée au Koweït pour son rôle diplomatique actif dans le renforcement des relations de partenariat avec le Fonds cohésien et pour sa contribution à la concrétisation des aspirations de développement du gouvernement guinéen. La cérémonie d'aujourd'hui va au-delà de l'inauguration d'une infrastructure. Elle marque une étape majeure dans le renforcement du partenariat solide et croissant qui unit l'État du Koweït et la République de Guinée. Le gouvernement de la République de Guinée a toujours démontré une efficacité remarquable, ainsi qu'un leadership exemplaire dans la planification et la mise en œuvre des initiatives de développement à travers le pays. Le Fonds cohésien apprécie profondément cette collaboration et salue votre dévouement ainsi que votre vision. Nous réaffirmons aujourd'hui notre engagement à poursuivre notre soutien aux efforts du gouvernement guinéen visant à promouvoir les objectifs de développement durable dans l'ensemble du pays. En 39 mois, le chantier a généré près de 900 emplois directs et indirects. L'échangeur offre désormais un passage souterrain de 263,20 mètres vers la T2, un passage supérieur de 271,20 mètres en direction de la route Le Prince, un carrefour giratoire central connecté à 8 bretelles de 2 fois 2 voies. Un ensemble conçu pour fluidifier durablement la circulation, réduire les accidents, accélérer les trajets vers les zones administratives et économiques et embellir l'esthétique urbaine de Bambeto. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, avait donné une orientation claire, transformer en profondeur le quotidien des Guinéennes et des Guinéens, fluidifier la mobilité urbaine et bâtir des infrastructures modernes dignes de notre vision nationale. Aujourd'hui, Monsieur le Président, cet engagement devient une réalité. Avec ses 261 mètres linéaires, l'échangeur de Bambeto permettra premièrement de réduire significativement des embouteillages, deuxièmement, amélioration de la sécurité routière, troisièmement, une mobilité plus fluide dans l'un des carrefours les plus fréquentés de Conakry. Et quatrièmement, enfin, un désenclavement accru des quartiers environnants, particulièrement les quartiers de Amdalaï, de Koza et de Kipé. Mesdames et messieurs, ce projet n'est pas seulement un ouvrage technique, c'est une réponse concrète aux besoins des citoyens. C'est une tradition visible de la volonté politique de bâtir une capitale dynamique, moderne et mieux structurée. Depuis plusieurs décennies, la Guinée et le Koweït entretiennent une coopération fondée sur la confiance, sur la fidélité et sur l'efficacité. Cette coopération exceptionnelle s'est encore renforcée sous le leadership visionnaire du président de la République. Le Koweït Fund accompagne notre pays dans des projets structurants et durables. Il finance également les projets stratégiques de construction de l'échangeur d'Anko 5, un autre ouvrage majeur dont les travaux démarreront très prochainement et qui viendra à son tour transformer le paysage urbain de Conakry. Au nom du chef de l'État, le conseiller à la présidence chargé des infrastructures et des transports, ancien ministre des Travaux publics, a invité l'assistance à observer 1 minute de silence en mémoire des martyrs de l'Axe. Il a rappelé une vérité devenue incontestable. L'Axe, longtemps stigmatisé, s'impose aujourd'hui comme un moteur du développement de la capitale.
Un tournant rendu possible grâce à la volonté du président Mamadi Doumbouya de restaurer les droits des populations et de transformer durablement leur cadre de vie. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, je vous prie de vous lever et d'observer une minute de silence en l'honneur de tous les martyrs de l'Axe. Le 13 avril 2022, j'étais ici aux côtés de son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour la pose de la première pierre de cet échangeur. Aujourd'hui, nous sommes de retour procéder à son ouverture officielle au bénéfice de la fluidité de la circulation, du dynamisme économique et du développement harmonieux de cette zone stratégique. Cet échangeur n'est pas seulement une infrastructure, c'est un symbole et une force motrice du progrès. Il s'inscrit directement dans la vision, dans la dynamique du programme Simandou 2040, notamment dans son pilier 3, infrastructure, transport et technologie. La vision du chef de l'État repose sur 3 axes prioritaires de la refondation. L'axe social, établir et consolider le vivre ensemble. Il faut rappeler qu'avant le 5 septembre 2021, les populations de Habdalaï, Bambeto et Koza étaient souvent stigmatisées et victimes de discrimination. Aujourd'hui, grâce aux actions du président Mamadi Doumbouya, l'Axe est devenu un espace de paix où les manifestations intempestives ont disparu grâce à la main tendue des autorités et aux efforts constants de réconciliation. Dans cet esprit, la visite du président au cimetière de Bambeto le 27 septembre 2021 pour honorer la mémoire des victimes des répressions politiques restera un acte fort et symbolique. Le chef de l'État a également ordonné la restauration des droits des citoyens injustement déguerpis à Koza, Bambeto, Habdalaï, Koloma, Kaporaï, Dimes équipés. Ils ont été indemnisés, rétablis dans leurs droits fonciers et accompagnés pour construire dignement leur vie. Monsieur le Président de la République a séché leurs larmes. Par ailleurs, les événements tragiques du 28 septembre 2009 ont profondément marqué Bambeto. Un procès historique a eu lieu, des condamnations ont été annoncées, un fonds spécial d'indemnisation des victimes a été mis en place, les indemnisations sont en cours. L'axe économique, une économie compétitive et inclusive. Cet échangeur contribue à la transformation structurelle de l'économie guinéenne, l'amélioration de la circulation des biens et des personnes, la réduction des embouteillages, le renforcement de la sécurité routière, la stimulation des investissements dans la zone. L'axe politique, qui est le 3e axe, bâtir un état de droit avec des institutions fortes et crédibles. Il convient de saluer ici la participation massive des citoyens de Bambeto au scrutin référendaire du 21 septembre 2025 qui a conduit à l'adoption de la nouvelle constitution qui marque le retour à un ordre constitutionnel normal fondé sur des institutions de gouvernance participative, stables et respectées. Dans un geste symbolique fort, il a été annoncé que l'ouvrage portera officiellement le nom « Échangeur de Bambeto », un hommage direct aux habitants qui ont vécu, accompagné et parfois subi les contraintes de ce vaste chantier. Dans le cadre du programme Simandou 2040 qui comprend 122 mégaprojets et 36 réformes, l'objectif est de doter notre pays de réseaux routiers modernes répondant aux meilleurs standards internationaux. L'échangeur de Bambeto est une avancée majeure dans cette dynamique nationale. Pour honorer la contribution des populations de Bambeto à la paix, à l'unité et à la stabilité de la nation, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a décidé que cet ouvrage porte officiellement le nom « Échangeur de Bambeto ». En mémoire des victimes, je tiens enfin à saluer les braves populations de Bambeto pour leur coopération exemplaire. Tout au long des travaux, aucune manifestation, aucune destruction des biens, aucune entrave. La cérémonie s'est conclue par les prières et bénédictions du grand imam de Conakry et de l'archevêque de l'église anglicane, scellant ce moment d'unité nationale. Mangenu walisa o ma président mkoduba mabe mkono malambore benu mo hakeli mo wayakhine ina me inu wali iwali khine ina malu baraka ifendena nabaxe me khibe inu wali
ibara mogo boya sa inu wali mogo nu wa madan na han tofe tofanyira yibori be ibara finda sabuira yibori khayare masige ibara finda sabuira ala namira yagi abada ala namalagine yamara nimisa abada ala namalagine lu nganigenya khiyo wa honki moko pirakita moka Dubaï be monsieur le président moko pirakita moka Dubaï be walima ina hanna ba fe ko duba mi be nanan tamma yati ko bu fana mangafe khefa lagine mu mangafe khefa mange wali ko wa manana konfa afala fe sorba ha manga abu ha manga na ha marafa heri na ha manga ya kui mogoda nan félicité ma mogoduba mananambe inu wali isalo mogoku nena hanna bari ala re continuer. Bambeto, jadis cité frondeuse et marginalisée, se tient aujourd'hui aux avant-postes du développement national. Un quartier longtemps mis à l'écart qui retrouve sa dignité et exprime sa reconnaissance à celui qui a compris ses douleurs, ses attentes et ses aspirations, le président Mamadi Doumbouya. Et en retour, Bambeto a répondu présent, massivement, fièrement, unanimement. À partir du lundi 1er décembre 2025, Vox Africa ouvre une fenêtre exceptionnelle sur la Guinée, tous les jours à partir de 21h GMT, du 1er au 15 décembre 2025. Une programmation événement à ne pas manquer sur Vox Africa. Depuis la nomination du ministre Fana Souman à la tête du ministère de l'Information et de la Communication, la relance et l'équipement des sites de diffusion ont été inscrits parmi les priorités avec pour enjeu de garantir une meilleure couverture du territoire national en télé et en radio. La réhabilitation des sites de diffusion s'accompagne d'une politique pour les rendre plus autonomes avec des sources d'énergie alternatives afin que rien n'entrave la diffusion en continu des programmes de la RTJ par exemple. Ce fut le cas notamment à Kakoulima et plus récemment à Koloman où de nouveaux équipements de diffusion ont été installés à la grande satisfaction des responsables de la Direction nationale des services de diffusion. Monsieur le ministre, vraiment depuis qu'on est arrivé, il a pris tout le travail des sites de diffusion à bras le corps et ce qui était un peu rare puisqu'on est venu trouver vraiment beaucoup de lacunes, beaucoup de problèmes, mais par sa promptitude, tout va bien. Voilà, aujourd'hui, il nous a fait la surprise, il est venu sur les sites de diffusion. Chaque fois que nous signalons un problème, il se déplace, il vient, il regarde et puis il trouve une solution. C'est pourquoi actuellement, sur toute l'étendue du territoire, on dit Alhamdoulilah. À la Direction nationale des services de diffusion et sous le leadership du ministre Fana Souman, des investissements ont été également opérés pour faciliter l'accès à la RTG via de simples antennes TV ou encore à travers des freebox accessibles sur le marché et qui donnent droit à un libre accès à de nombreuses chaînes dont la télévision nationale. Auparavant, RTG était payante. Maintenant, ce n'est plus ça. Il suffit d'avoir une parabole de 60 cm. Un récepteur digital. Une fois installé maintenant, tu mets la fréquence. La fréquence est simple, c'est 12 216
30 000 horizontales. Tu mémorises automatiquement, tu as la RTZ 1 et 2, la radio nationale et la RKS. Présentement, la population guinéenne peut nous capter gratuitement partout sur le territoire national à travers un récepteur satellitaire à bande KU. Vous avez non seulement la RTG1, la RTG2, la radio nationale et la RKS. Donc sans recourir à un distributeur d'images. Donc c'est un effort collégial. Il faut vraiment qu'on remercie le ministre de l'Information et de la Communication. C'est l'occasion pour moi de remercier le président de la République, Mamadi Doumbouya, d'offrir l'information publique à tout Guinéen partout sur le territoire national. Avec le programme Simandou 2040, le ministère de l'Information et de la Communication renforce le dispositif technique des structures de production et de diffusion. L'acquisition d'un nouveau quart de reportage s'inscrit dans cette dynamique pour moderniser les services, rendre les équipes plus opérationnelles sur le terrain et concrétiser la vision présidentielle en matière d'accès à l'information sur l'ensemble du territoire national. À partir du lundi 1er décembre 2025, Vox Africa ouvre une fenêtre exceptionnelle sur la Guinée. Que chaque franc investi produise un impact désirable sur nos concitoyens. Nous avons le devoir d'accompagner cette dynamique. C'est d'abord un acte de dignité, un acte de souveraineté et un acte d'indépendance. Donc comptez sur nous-mêmes avant d'attendre de pouvoir compter sur les autres. Pendant 15 jours, retrouvez une programmation spéciale, une immersion au cœur d'un pays en mouvement. La Guinée bouge. On a notre Mamadi qui est pragmatique. Il a du résultat. Tu l'aimes ou tu l'aimes pas, il a du résultat. 1000%, je vais le soutenir. Je le soutiens. Je le soutiens, c'est pas au hasard. Juste quelques ordres de grandeur. 1200 km de route, c'est fait. Les hôpitaux régionaux en construction. L'assainissement de la fonction publique par le retrait des fictifs, c'est fait. Reportages, enquêtes, interviews exclusives, des regards croisés pour comprendre, analyser et décrypter la Guinée d'aujourd'hui. La Guinée a toujours eu une gestion très prudente de la dette parce que l'essentiel d'abord c'est la solvabilité. Nous devons être à même de faire face à nos responsabilités, de faire face aux engagements que nous prenons en levant cette dette. Nous devons décréter notre modèle de développement intérieur bâti sur nos valeurs. Ce qui a pu être fait en 3 ans, ça n'a jamais été fait dans ce pays. Nous avons pu, conformément à la vision du chef de l'État, en tenant compte de nos richesses, mais également à notre spécificité, bâtir une vision. Tous les jours, à partir de 21h GMT, du 1er au 15 décembre 2025, une programmation événement à ne pas manquer sur Vox Africa.